C'est pas parce qu'on est docteur qu'on peut nécessairement vous soigner. Pour cette 5e émission, Camille Robert est mon invité avec qui je discute de la transition entre la maîtrise et le doctorat, de l'enseignement, mais aussi de bons trucs pour obtenir, peut-être, une bonne bourse. Bienvenue à un thé avec les docteurs. Cheers! Bonjour! Allô Camille! Ça va bien? Ça va toi? Oui, Camille Robert, donc bienvenue chez moi dans le Sud-Ouest. Merci encore d'avoir accepté mon invitation, franchement, dans ton horaire assez chargé, ton été très éclectique jusqu'à maintenant. Camille, rapidement, tu es doctorante en histoire à l'UQAM. Tu t'intéresses beaucoup aux questions féministes, on va en parler un petit peu plus tard aussi. On s'est rencontrés pour la première fois à la radio à CIBL. On était à l'émission du Retour ensemble, donc une fois aux 2 semaines, toi t'animais donc ta chronique féministe, historique aussi, et moi donc j'avais la capsule davantage cinéma. Et tout de suite je me suis dit ok, non, il y a vraiment quelque chose, je trouvais, j'aimais beaucoup ta personnalité, j'aimais beaucoup ta manière d'aborder les sujets aussi, ta recherche. Et après, tu as eu un lancement de livre aussi, donc quelques-uns d'ailleurs, on aura l'occasion d'en discuter. Et là, aujourd'hui, donc, tu es au doctorat. Et peux-tu rapidement, juste pour nous situer, quel est un peu ton sujet, somme toute? En fait, moi, par le passé, j'avais travaillé sur les mobilisations féministes pour la reconnaissance du travail ménager, surtout dans les années 70 et 80. Ouais. Puis là, pour le doctorat, en fait, je poursuis un peu dans la même lignée, mais plus sur le travail des femmes dans le marché de l'emploi, dans des domaines traditionnellement féminins, donc les soins infirmiers et l'enseignement, aussi toutes les préposés aux bénéficiaires. Puis en fait, je m'intéresse à 3 grèves qui ont eu lieu dans le secteur public québécois dans les années 80. Donc une première grève d'enseignantes en 82-83. Puis après ça, 2 grèves dans le secteur de la santé en 86 puis 89. Puis, en fait, ces grèves-là se déroulent dans tout le tournant néolibéral de l'État québécois. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à y avoir des coupures dans les services publics, qu'il commence aussi à y avoir des lois spéciales. Quand il y a des grèves dans le secteur public, donc des lois spéciales qui vont forcer le retour au travail, qui vont limiter l'exercice du droit de grève. Alors, finalement, plus sur le fond, je m'intéresse un peu à l'impact du néolibéralisme sur le travail des femmes dans le secteur public. Donc, ça vient rejoindre à la fois des enjeux féministes, de syndicalisme, sociaux, sur les services publics. Puis je pense que c'est un thème qui est quand même d'actualité aussi parce que dans les écoles, on voit qu'il y a une surcharge de travail chez les professionnels, il y a un sous-financement. Même chose pour le secteur de la santé, avec tout le temps supplémentaire obligatoire qui est imposé aux infirmières. Donc, c'est vraiment un sujet qui interpelle aussi des questions plus actuelles. Puis c'est là que c'est venu me chercher. Absolument, parce que même si ton cadre, il est historique, donc tu t'intéresses donc années 80 principalement, mais il y a les impacts, en fait, qui sont encore tout à fait tangibles aujourd'hui. Puis c'est ça qui est d'autant plus pertinent, en fait, mais surtout de comprendre comment tout ça a évolué pour mieux, justement, l'expliquer aujourd'hui, finalement. Et tu parlais tantôt, justement, de ton mémoire. J'ai un livre ici que tu m'as autographié, qui est « Toutes les femmes sont d'abord ménagères », qui est tiré de ton mémoire, justement, que tu as modifié un petit peu aussi. C'est aux éditions Somme Toute. Ici, la collection était dirigée par Yannick Marcil. Peux-tu nous parler un peu de ce projet? Comment est-ce que c'est arrivé? Et Somme Toute, tout d'abord, félicitations aussi. Mais aussi, comment tout ça est arrivé? Et en gros, ce livre-là, Québec 1968-85, est-ce que justement c'est une période qui était un peu avant celle de ton doctorat? Comment tout ça s'articule en fait? Au départ, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là parce que j'avais lu un livre sur le mouvement international du salaire au travail ménager. Ça, c'est un mouvement actif durant les années 70, donc c'est beaucoup des collectifs féministes qui, à l'époque, il faut rappeler que la majorité des femmes étaient au foyer. Donc, c'était vraiment une minorité de femmes qui travaillaient sur le marché de l'emploi. Donc, il y avait toute cette idée-là de revendiquer un salaire pour les femmes, mais aussi les hommes, qui seraient à la maison. Puis, finalement, ça visait, de un, à réduire la précarité économique, parce que ces personnes-là n'avaient pas accès à des revenus qui leur appartenaient, mais aussi de critiquer, tu sais, ça s'inscrivait aussi dans une perspective anticapitaliste, marxiste. Donc, il y avait cette idée-là que tout le travail des femmes, le travail gratuit à la maison, finalement, profitait au système capitaliste qui pouvait s'appuyer sur ce travail-là
Et donc, l'idée que pour le salaire d'un seul travailleur, finalement, il y avait le travail de 2 personnes. Donc, le travailleur et sa femme qui étaient à la maison, qui s'occupaient des enfants, etc. Donc, il y a eu ça. Puis, je me suis demandé un peu, au Québec, pourquoi cette revendication-là avait pas été plus populaire. Puis, c'est là que je me suis intéressée à tous les débats pour la reconnaissance du travail ménager, qui a pris quand même plusieurs avenues. Par exemple, à partir des années 70, il y a eu des garderies populaires qui ont été mises en place pour justement décharger les femmes d'une partie de ce fardeau-là domestique, familial. Donc, c'est venu me chercher un peu comme ça. Puis, il y avait aussi un constat plus actuel, disons, sur le fait que les femmes, encore aujourd'hui, demeuraient les principales gestionnaires du travail familial, affectif, j'ai un peu fatiguée, affectif et domestique. Donc, finalement, malgré plusieurs avancées par rapport à la condition des femmes, la création du réseau des centres de la petite enfance, il y avait encore beaucoup à faire. Puis, comme tu le soulignais au début, je pense que l'histoire, ça peut être vraiment un outil formidable pour aller s'intéresser à certains phénomènes, puis voir leur portée aussi transhistorique, donc comment d'une décennie à l'autre ou d'un siècle à l'autre, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'il faut encore faire. Ben oui. Donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé de m'intéresser à ces enjeux-là. OK. Puis ça a donné un livre absolument magnifique qui, justement, ce qui est intéressant aussi quand tu as l'occasion de publier un mémoire, c'est que tu as toujours un peu de recul aussi, tu sais, il y a eu le temps de reposer un peu, tu as eu le temps d'avoir du feedback aussi, et après ça, toi-même, te repositionner, puis avoir un travail éditorial qui est fait aussi par la suite, donc c'est un exercice qui est d'habitude assez enrichissant en fait, donc j'espère que ça a été le cas pour toi. Et est-ce que, dès le début de ton processus, dès le début de la maîtrise, parce que souvent quand on commence les études supérieures, des fois il y en a qui ont une vision justement à long terme en se disant c'est sûr que je commence une maîtrise, mais regarde, go, après ça j'enchaîne avec le doc et je sais où je vais m'en aller, je sais que je vais être par exemple prof d'université. Dans ton cas, est-ce que tu avais cette motivation, est-ce que tu avais cette clairvoyance dès le départ, ou le doc est arrivé un peu comme ça, tu avais une envie soudaine qui s'est présentée, ou c'était clair dès le début? Mais c'était pas clair dès le début. Tu sais, j'ai toujours eu un intérêt envers les études, puis l'histoire m'intéressait, puis tout ça. Mais tu sais, je viens pas d'un milieu aisé, puis 2, j'ai pas eu, mettons, de financement d'organismes subventionnaires pour ma maîtrise. Fait que les bourses de, mettons, 15 000, 20 000 par année pour faire des recherches, donc j'ai pas eu ça. On en reparlera tantôt pour ton doc, c'est un truc dont je veux qu'on parle aussi. Puis, donc j'ai pas eu ça à la maîtrise, donc ce qui a eu pour effet que je me suis énormément endettée. Puis, donc finalement, le doctorat, je savais pas trop si ça allait être une option pour moi, sachant que c'est beaucoup plus long qu'une maîtrise, ça peut prendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Facilement. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, puis c'est un projet qui est très prenant, encore plus que la maîtrise. Puis la maîtrise, justement, j'avais trouvé ça quand même difficile de à la fois travailler pour payer mes dépenses, avoir une certaine implication militante, politique aussi en même temps, essayer de réussir mes études en même temps. Donc j'avais trouvé ça quand même pas évident de concilier tout ça. Puis, à la suite de ma maîtrise, j'ai commencé un micro-programme en enseignement. Du cégep? C'est ça, cégep ou université. Donc, j'ai fait ça, je l'ai pas terminé. Puis, entre-temps, j'ai fait des demandes de bourse pour le doctorat. Puis, je me suis dit, si je les ai, peut-être que je vais continuer le doctorat, puis on verra rendu là. C'est ça. Fait que c'est un peu ça la réflexion que j'ai eue. Puis, finalement, on dirait que ça me manquait tellement la recherche quand j'étais en pédagogie que... au début de l'année 2017, donc là, avant la rentrée de l'automne suivant, je me suis dit, même si je l'ai pas, fuck that, je me réinscris. T'avais trop le goût. C'est ça, j'avais trop le goût, ça manquait trop. Fait que là, finalement, je l'ai fait, puis c'est ça, j'ai eu d'abord le FRQSC, fait que j'ai pu commencer mon doctorat avec du financement, donc ça a enlevé un stress financier, puis ça m'a donné... disons, la confiance ou la sécurité financière pour commencer ce projet-là. Mais tu sais, dès le départ, je m'enlignais pas pour me dire je fais une maîtrise puis un doc, je vais devenir prof d'université. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, il y a tellement peu de gens qui le deviennent, puis je veux pas non plus tout faire reposer mon avenir là-dessus. C'est sûr que l'enseignement, ça me passionne, mais... Puis la recherche aussi, évidemment, mais j'exclus pas le fait qu'il y a autre chose... que ce soit de la recherche pour des syndicats, pour
des groupes de femmes. Donc, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, puis je veux pas non plus me limiter à ça. Mais tu fais très bien, en fait. Puis, et c'est une position qui est tout à fait lucide aussi, je pense, de se dire, j'aurais peut-être pas un poste direct en terminant, en fait, de comprendre ça dès le départ. Tant mieux si c'est le cas, et tant mieux si c'est ça que tu souhaites faire et qu'il y a des ouvertures. Mais la situation étant ce qu'elle est aussi, non seulement, oui, la compétition est féroce, mais les postes, il y en a pas vraiment beaucoup, tu sais. Et ben souvent, les gens cumulent les postdocs par-dessus postdocs avant de pouvoir peut-être appliquer. Bon, il y a plein de conjonctures qui peuvent être différentes, mais celle-ci, à tout le moins pour en parler à plusieurs amis, collègues aussi, ben c'est souvent le cas. Donc c'est pour ça que des fois, les motivations pour commencer, il y en a qui commencent la thèse aussi en se disant « Ok, moi je vais devenir prof d'université, c'est sûr. » Mais là, justement, certains ne font rien en dehors aussi. Toi, bon, t'es loin de cette situation parce que t'as les pieds un petit peu partout, t'as des intérêts qui sont très variés aussi. Et tant mieux, en fait, c'est un petit peu ça. Je pense que dans la série d'épisodes qu'on a ici, c'est des discussions qui reviennent énormément souvent aussi, de se dire, c'est juste sain d'avoir une pratique à l'extérieur. C'est juste bien aussi de se dire, oui, je suis au doc, mais je ne suis pas qu'un étudiant au doc. J'ai une vie en dehors, j'ai une personnalité en dehors, j'ai des occupations en dehors. Ce qui fait qu'une fois que le doc est terminé, je suis pas tout d'un coup, c'est comme si je sortais d'une caverne en me disant, mais qui suis-je, tu sais, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, si j'ai pas de poste, surtout. Donc... Puis, tu sais, pour moi, c'est important de faire des choses qui font du sens. Ben oui. T'as donné l'anglicisme, mais qui font du sens pour moi. Puis, je vois aussi, mettons, des personnes qui commencent une carrière de professeur à l'université, puis c'est extrêmement difficile là, psychologiquement, là, puis les impératifs à la publication, puis t'as toute une logique aussi de compétition, puis je pense que ça peut devenir anxiogène, ça on le ressent quand même comme étudiante au doc, mais après ça, quand tu commences une carrière de jeune prof, que t'as pas encore ta permanence, ça peut être très difficile. Fait qu'au final, je veux faire quelque chose que j'aime, je veux être heureuse dans ce que je fais, puis ce sera pas nécessairement dans une université, ça va peut-être être ailleurs. On a abordé brièvement la question du financement tout à l'heure. Tu avais dit que à la maîtrise, bon, tu n'avais pas été financé, tu avais été endetté forcément par rapport à ça. J'ai été exactement dans la même situation aussi. Et au doc, quand tu arrives le doc, donc tu as eu une première bourse qui a fait comme « Hey, c'est le fun! » Mais tu as eu une autre bourse qui est comme « Hey, c'est vraiment le fun! » Encore plus le fun, tu sais. Parlons de la bourse Vanier. Tout d'abord, félicitations. Je te l'avais déjà écrit, mais dit en personne. Félicitations parce que je connais... Écoute, je pense que les gens que je connais qui l'ont, je peux les compter vraiment sur les doigts de ma main. C'est très prestigieux, tout d'abord. C'est une bourse qui doit... Ça t'enlève un poids financier, forcément. Et c'est une très belle reconnaissance de ton travail et de ton sujet, puis de ta compétence aussi. Donc ça, je trouve ça absolument fantastique. Et la question que je voulais te poser, en fait, est-ce que tu considères que justement cette bourse qui est une bénédiction, d'une certaine façon, peut aussi avoir un autre côté, dans le sens que tu dis c'est la bourse la plus prestigieuse qu'on peut avoir au Canada, là. Et est-ce que ça te rajoute une pression, tu penses? Une pression de performance, une pression de résultat d'une certaine façon? Est-ce que tu sais, une fois que tu es comme « Oh wow! » OK, mais là, et comment tu le perçois, finalement? Oui, ben, je pense qu'au départ, ça m'a beaucoup fait ressentir ça, c'est-à-dire que ça met la barre encore plus haute, parce qu'on s'attend nécessairement à ce que tu produises des résultats, puis tout ça, puis même, la bourse aussi, à chaque année, tu dois faire un compte-rendu de tout ce que tu as fait comme travail, communication, publication, etc., puis, tu sais, je pense pas que si, mettons, je dis j'ai fait juste une communication cette année, ils vont ça fonctionne pas comme ça. Mais quand même, je pense qu'il y a, une certaine pression qu'on se met nous-mêmes à être un peu à la hauteur de ce qui nous est donné. Tu sais, surtout sachant qu'il y a tellement d'étudiants et d'étudiantes qui n'ont pas de financement. Puis que, tu sais, ça, c'est tellement énorme. C'est 50 000 $ par année, là, quand même. Donc, c'est sûr que ça te met une pression, puis on dirait que, tu sais, j'ai tellement été habituée à vivre dans la précarité que là, soudainement, comme d'avoir une sécurité financière, c'est
c'est une autre game complètement. Hein, c'est comme réapprendre à vivre. Tu dis, ah, mais là, c'est ça, je peux payer mes dettes. Oui, mais c'est dans des choses très quotidiennes. Tu sais, juste à l'épicerie, mettons, d'être habitué de faire tout le temps attention à pas acheter certaines choses parce que ça coûte trop cher, ou de ne pas voyager, de ne pas prendre de vacances parce qu'il faut tout le temps que tu travailles. Fait que je dirais que c'est beaucoup dans les habitudes quotidiennes que ça m'a comme confrontée. Mais aussi sur le plan académique, en fait, ça me fait juste sentir à quel point c'est injuste, tu sais, que tout le monde doit faire, tous les étudiants et étudiantes au doc doivent faire un doctorat, écrire une thèse, mais on le fait pas du tout avec les mêmes conditions et les mêmes moyens. Puis tu sais, j'ai des amis aussi qui ont pas de financement, puis qui doivent travailler encore plus à côté pour subvenir à leurs besoins. Fait que ça me met juste face à cette inéquité-là qui est aux études supérieures. Là. Qui est c'est forcément, tu sais, la question du financement, elle est en soi très complexe, puis on en a déjà parlé un petit peu par le passé aussi. C'est quelque chose qui, justement, quand on l'a, est une bénédiction, puis ça enlève tellement un poids, mais des fois, il y a des années que, OK, cette année-là, il y en a, tu sais, tu finis peut-être 11e sur 10, par exemple, désolé. Ou des fois, c'est peut-être juste parce que tu étais peut-être pas, tu cadrais peut-être moins dans cette année-là, dans ce qui était... Il y a énormément de choses aussi, mais c'est quand même une préparation monstre. Monter un dossier comme ça ici, fait que forcément, quand tu le vois, tu fais bon, ben, coudonc, tu sais. Je vais perdre un mois. Exactement. Et je me demandais en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens soit qui commencent le doc, etc., et qui sont à une rédaction de demande de bourse. Et toi, pour te préparer à celle-là, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu aurais des trucs à donner, des choses comme ça que tu dis, moi j'ai fait cette... Encore là, il y a plein de parcours différents, plein de façons de faire, mais dans ton cas précis, quels sont les cues que tu pourrais me donner ou juste des conseils ou quoi que ce soit? ABC de l'application à la bourse. En gros, je pense que pour n'importe quelle demande de bourse, c'est super important de le faire de s'y prendre d'avance. Oui. Ça, la préparation du dossier pour cette bourse-là, ça prend au moins un mois. Là. Puis aussi de le faire lire à plusieurs personnes, que ce soit des personnes, c'est évidemment la direction de recherche, des gens qui l'ont obtenu, des gens qui ont déjà postulé, des gens qui sont pas nécessairement spécialistes de ce sujet-là non plus. Parce que souvent, les personnes qui jugent, qui sont sur les comités de multidisciplinaires. Exactement. Donc, c'est pas nécessairement des personnes qui vont avoir une spécialité. Donc, il faut quand même que ce soit accessible. Il faut que ce soit aussi un projet qui semble réaliste, que ça se tienne. Puis, des fois aussi, c'est bien de mentir, dans le sens que... J'allais dire ça. Mais, dans le sens, des fois, c'est mieux de restreindre son projet, de faire quelque chose de très précis, très cohérent. Puis là, après ça, un coup que tu as le financement, tu peux élargir, tu peux partir dans une direction légèrement différente. Tu sais, moi, il y a des orientations théoriques qui ont un peu changé. C'est normal, c'est normal évolue, aussi, exactement. Oui. Donc, je dirais que l'important, c'est surtout de faire quelque chose de cohérent et de compréhensible, d'accessible, puis de démontrer aussi concrètement quelle retombée ça va avoir comme projet. Puis c'est sûr que dans la bourse Vanier, il y a aussi tout un volet leadership qui appelle. Donc, en gros, il faut démontrer que tu as une implication soutenue, que tu es capable de prendre des initiatives. Il y a aussi tout un volet recherche. Donc, c'est pas seulement la pertinence du projet, mais c'est aussi de montrer que tu es un chercheur ou une chercheuse qui a de l'expérience, qui s'en va quelque part, puis tout ça. Puis, je pense que les femmes particulièrement, on a beaucoup de difficultés à faire, mais il faut apprendre à se mettre de l'avant, puis... je dirais un peu à créer une espèce de narratif, de dire, ben tu sais, j'ai fait ça par le passé, en ce moment je fais ça, je m'en vais là. Donc, de présenter tout ce que tu fais d'une manière cohérente, qui se tienne, même si des fois les parcours sont comme plus éclatés, puis qu'on sait pas trop par où on s'en va. Mais c'est intéressant, c'est aussi de dire, ok, j'ai fait plein d'affaires à gauche à droite, mais comment est-ce que ça peut devenir un tout cohérent? Et ça, l'exercice, ça a dû être quand même intéressant pour toi aussi de le faire de cette façon-là, prendre tous les trucs que tu faisais à gauche à droite, puis dire... oui, mais ça vaut quelque chose. Regardez, il y a quand même une vision derrière ça. C'est une des rares bourses aussi qui valorise l'implication. Oui. Parce que les bourses régulières du CRSH, puis celles du FRQSC, ou FRQNT, peu importe les déclinaisons, mais en gros des organismes provinciaux ou fédéraux, c'est qu'ils ne considèrent pas vraiment l'implication que tu as. Donc, tu sais, finalement, tu peux avoir des personnes qui font...
juste leur projet de recherche, qui font rien d'autre à côté, puis qui ont publié un article, puis ces personnes-là vont quand même avoir du financement, ce que je trouve un peu dommage quand même, parce que les personnes qui ont une implication ont un parcours un peu plus atypique parfois. Tu sais, par exemple, moi, faire mon mémoire de maîtrise, ma maîtrise au complet, ça m'a pris 3 ans et demi. J'avais peut-être une moyenne de A-, genre, ce qui n'est pas la meilleure moyenne au bac, tu sais, mais ce qui était pas... c'est ça, j'ai pas un parcours parfait typique non plus d'avoir fait mon bac avec une moyenne d'A+, puis après ça, d'avoir fait ma maîtrise en 2 ans, puis tout. Mais, tu sais, du fait de mes implications puis tout ça, ça finit par être valorisé. Exact. Ce qui n'est pas le cas partout. Ouais, donc, tant mieux si ça cadrait tout à fait avec toi, finalement. Là, on peut toujours trouver... Donc là, maintenant, vous savez quoi faire. Alors, partez, écrire. Je m'adresse, tu sais, à vous, à la maison. Mais non, mais merci d'avoir partagé ça, parce qu'effectivement, on se demande tout le temps, comment être bien entouré puis se faire relire. Je crois que c'est essentiel, comme dans les articles que tu écris aussi des fois. Ça t'évite certains angles morts, et des fois avoir un regard extérieur, quand tu es ouvert à ça, c'est d'autant plus pertinent. Oui, il faut être capable de se remettre en question aussi, puis je pense qu'il faut aussi se préparer à l'échec. Dans n'importe quelle expérience du parcours universitaire. Il y a toujours une part de refus, d'échec. Des fois, j'en ai fait plein aussi, des demandes de bourse que j'ai pas obtenues finalement. Des fois, tu te fais refuser, ton article que tu soumets se fait refuser. Donc, je pense qu'il faut, faut s'essayer, mais il faut aussi apprivoiser ça, puis pas le prendre non plus personnel. Parce que ça fait partie de la game. C'est ça. Rester humble par rapport à ça aussi. Et se dire, regarde, si c'est pas celui-ci, il y en aura d'autres, tu sais. Il y en aura d'autres. Puis effectivement, il y en a toujours d'autres. Mais c'est sûr que c'est dur. C'est quand même dur sur le coup. Mais après ça, on apprend à l'accepter. Parlons enseignement. Tu as eu l'occasion d'enseigner... en fait, à l'université, souvent, quand tu fais ton examen doctoral, après ça, donc, ta scolarité est terminée, ce qui veut dire que là, tu te lances dans ta rédaction. Et aussi, tu as l'opportunité, généralement, de donner des charges de cours. Tu as eu ta première charge de cours à l'automne, en fait. Hiver. À l'hiver, c'est vrai, hiver donc 2019. Comment s'est passé tout ça? Quel cours tu donnais? C'est quoi ton feedback là-dessus, en fait? Ça a quand même bien été. C'est sûr qu'au départ, c'est une expérience qui est stressante. Là, puis avant de commencer, tu as l'impression que tu te jettes un peu dans le vide. Toi aussi, la première fois que tu as dû enseigner, ça a dû être... tu passes... c'était à l'automne, fait que j'avais passé une bonne partie de mon été justement à monter, parce que tu montes ton cours complètement, tu sais. Tu as ton titre de cours, puis à partir de là, tu fais un peu ce que tu veux, tu sais. Donc c'est beau cette liberté-là, mais en même temps, c'est un peu insécurisant. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, je l'ai su à la mi-décembre que je donnais le cours. Début janvier. Ok, fait que t'as pas eu le luxe que moi j'avais d'avoir comme j'ai des mois pour préparer ça. Non. Fait que il a fallu que tu sois comme hyper rapide. C'est ça. Comment ça s'est passé? J'ai pas beaucoup dormi. Non, mais sans blague, c'est vrai, là, mais en fait, c'était un cours qui s'appelle Culture ouvrière et militantisme dans l'histoire québécoise et canadienne. Mais il était fait pour toi, ce cours-là? Voyons donc. En fait, c'est ce cours-là que je l'ai pris en 2010 quand j'étais au bac en histoire. Puis c'est vraiment ce cours-là qui m'a donné envie de faire l'histoire du Québec. Oh, wow. Parce qu'au départ, tu sais, comme tout le monde, j'avais eu mes cours d'histoire au secondaire. Puis là, genre l'histoire du Bas-Canada, ça m'intéressait pas tellement. Puis ça, c'était vraiment plus un cours tu sais, qu'on appelle d'histoire sociale. Donc, on s'intéresse vraiment à comment les gens ordinaires vivent, aux mobilisations, aux transformations dans l'organisation du travail, au développement du capitalisme. Donc, tout ça m'intéressait beaucoup. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai décidé plus de m'orienter vers l'histoire du Québec. Okay. En fait, la personne qui donnait habituellement ce cours-là à l'hiver dernier ne pouvait pas le faire, donc j'ai appliqué, puis ils m'ont engagée. Donc j'avais un peu, je voyais c'était quoi la structure du cours avant, mais j'ai quand même changé quelques aspects. Mais sur le plan du contenu, effectivement, je devais tout préparer de semaine en semaine. Exact. Donc ça a été quand même beaucoup de travail, mais j'ai été quand même chanceuse dans la mesure où je suis tombée sur un super groupe de 25 personnes, donc c'est pas trop gros non plus. Puis
puisque j'avais fait des cours de pédagogie, mais j'avais déjà quelques outils, disons, pour... Tu vois, c'est jamais perdu, hein, non plus. Exactement. Même les choses qu'on commence, qu'on ne termine pas, oui. c'est quand même des acquis qu'on peut réappliquer plus tard d'une certaine façon. Donc tant mieux, ça peut t'aider. Oui, puis je dirais qu'il y a beaucoup de condescendance dans les sciences sociales, je sais pas si c'est comme en cinéma, là, mais face à la pédagogie, là, surtout au cycle supérieur, là, les gens trouvent ça un peu niaiseux, mais franchement, si j'avais pas fait ces cours-là, ça aurait été l'enfer. Donc ça m'a vraiment beaucoup tillé pour faire des activités en classe, de discussion, des ateliers, dans les évaluations, dans la planification du cours. Puis les travaux que j'ai fait faire aux étudiants et étudiantes, il y avait le choix de la forme du travail. Donc, ils devaient faire un travail de recherche à partir d'une problématique, à partir d'archives historiques qu'ils utilisaient pour répondre à la problématique, mais ils pouvaient le faire sous forme d'articles, de podcasts, de vidéos, c'est cool. Ou d'histoire graphique qu'on appelle. Donc, en gros, ça peut être... un poster avec un texte qui l'accompagne, un roman graphique, bande dessinée, zine. Donc, il y avait vraiment le choix de la forme. Puis, j'ai invité aussi dans le cours des personnes qui donnaient des ateliers pour montrer comment utiliser ces différents médiums-là. Donc, pour, mettons, le podcast, c'était comment fonctionne Audacity, quel genre de micro utiliser, comment enregistrer. Puis, ils ont vraiment beaucoup apprécié dans les commentaires qu'ils m'ont donnés. Puis, j'ai essayé aussi de montrer les usages plus actuels de l'histoire. Comme j'ai invité un band dans mon cours qui reprend des vieilles chansons ouvrières, mais qui va chanter ça sur des lignes de piquetage quand il y a des grèves. Donc, ils sont venus jouer la musique dans mon cours. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est très formateur aussi parce que ça montre des applications qui sont concrètes et qui ne sont pas que justement l'écriture. Tout le temps, on voit ça, ok, je dois faire un travail, donc go, dissertation. Non, il y a d'autres formes, effectivement. Puis tant mieux si il y a une opportunité de s'exprimer autrement, que le contenu soit là aussi, mais qu'il puisse s'exprimer. Voilà, si on a tous des sensibilités différentes aussi qui vont résonner dans différents médiums, donc tant mieux si on a plus d'options. Oui, tout à fait. Puis 2 personnes de ce band-là avaient suivi ce même cours en même temps que moi, en 2010. Donc, finalement, c'était des anciens étudiants, puis eux autres avaient repris un peu cette histoire ouvrière-là pour en faire de la musique. Puis, je pense que quand on donne cet espace-là de créativité puis d'inventivité aux étudiants et étudiantes qui embarquent, puis sont encore plus motivés. Puis après ça, à leur demande, en fait, j'ai créé comme un dossier collaboratif où plusieurs personnes ont mis en ligne leur contribution, puis ont pu aussi voir les travaux des autres. Certaines personnes l'ont publié après ça par la suite. Sous forme d'article ou autre. Donc pour moi, c'est vraiment important d'apprendre aussi comment vulgariser des connaissances, comment présenter des résultats de recherche, parce que sinon, tu sais, juste la dissertation, tu écris, il y a juste ton prof qui la lit, tu vas plus jamais te resservir de ce travail-là. Donc je pense qu'on peut vraiment penser en dehors de la boîte, là. Complètement. Puis aller pédagogiquement dans des avenues très différentes. Oui, puis tu vois, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas généralement associé à l'université. C'est quelque chose que on voit beaucoup plus au cégep, parce qu'ils sont très forts pédagogie, tu sais. Et, mais effectivement, on peut se permettre ça, on peut, dans la mesure que les objectifs du cours sont respectés, bien entendu, tant mieux, puis ça rajoute une touche de couleur aussi qui est tout à fait noble et intéressante dans ce contexte-là. Et donc là, tu l'as donné pour une première fois. Donc, je pense que ton expérience a été positive. Est-ce que c'est un cours que tu te dis, j'aimerais ça le redonner une autre fois? Parce qu'il y a ça aussi. Donner un cours une fois, mais le redonner, c'est une autre expérience. Oui, ça ferait bien. Puis si je le faisais encore, il y aurait des choses que je changerais. Tu sais, par exemple, il y a des espèces de visites podcast où tu peux visiter des anciens quartiers ouvriers. Puis tu sais, il y a possibilité de faire aussi des travaux à partir de ça. Donc, il y a des choses qui pourront changer. Puis, mais tu sais, après, les charges de cours, on sait jamais trop exact, ça bouge. Exactement. Donc, c'est ça, tu vois, dans ce contexte-là, il y a tout le temps, chaque université a un peu sa façon de faire qui est un petit peu différente, puis il y a tout un système, bon, est-ce que les charges de cours sont réservées aux post-doctorants, aux chargés de cours, aux doctorants, tu sais, c'est quoi la priorité dans tout ça aussi. Moi, tu vois, c'est ça, la première fois, moi, j'avais donné le cours adaptation cinématographique, puis justement, j'avais travaillé, monté tout ça. Tout l'été. Exactement, tout tranquille. Tu sais, choisir
les œuvres que j'allais mettre à l'étude aussi, je faisais comme un choix d'œuvres qu'ils devaient étudier pendant la session, puis on voyait plein d'exemples dans plein de médias différents aussi. Et après ça, ben là, l'année d'après, j'ai redonné le même cours, puis là, après, je l'ai redonné. En fait, j'ai donné 4 fois au total. Mais chaque fois, j'ai fait évoluer le cours. J'ai changé toujours les œuvres à l'étude, tout d'abord, parce que je me suis dit, pour moi, c'est le fun aussi. Puis, ben voilà, ça permettait de voir un petit peu, comment dire, de faire évoluer le cours aussi, et de parler d'enjeux qui étaient plus contemporains, parce qu'il y a toujours des choses qui se passaient, puis là, OK, au Québec ou ailleurs, ou on parlait de graphic novel aussi, ou quoi que ce soit, donc c'était un cours, là, 4 fois, bon, la 4e fois, disons, je commençais à être, très à l'aise avec la matière, mais moi, pour ne pas m'ennuyer non plus dans le cours, parce que j'avais pas le goût de m'asseoir sur ce que j'avais monté, parce que honnêtement, c'est le fun quand tes PowerPoints sont prêts à la base. Tu as juste à les remanier puis des petits trucs comme ça. Mais c'est ça, c'était important qu'ils évoluent parce que sinon, j'aurais pas eu de plaisir, en fait. Mais je pense que, mettons, ce que le groupe apporte aussi comme énergie puis comme préoccupation, ça va venir changer le cours que tu donnes. Là, puis complètement. Je pense que, tu sais, à l'université, on laisse tellement peu de place aux étudiantes dans les cours, tu sais, je sais pas c'est comment en cinéma, mais mettons en histoire au premier cycle, pratiquement tous les cours, c'est du magistral 3 heures. Puis, tu sais, là, je rentre encore dans mes préoccupations pédagogiques, mais juste sur le plan de la rétention d'informations, si je te parle pendant 3 heures, tu vas pas retenir ce que je te dis, tu sais. Tandis que si, mettons, avec toi, on regarde un document d'archives, on l'interprète ensemble, ou on discute des lectures qu'on a fait à partir de certaines questions, mais là, on traite l'information, on l'analyse de façon critique, puis au final, oui, tu passes moins de stock, en guillemets. Donc souvent, les professeurs ou les chargés de cours ont l'impression que leur cours est allégé, mais quand même, sur le plan de la participation, de la rétention d'informations, puis de l'appropriation de la matière, je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin avec ça. Effectivement, et puis c'est ça qu'on cherche aussi, parce que bon, il y a plein d'études qui ont été faites sur la capacité de rétention, justement, de combien de minutes dans l'heure tu peux réellement être attentif finalement, et c'est pas tant que ça. 20 minutes. 20 minutes, exactement. Ça, en fait, après 20 minutes, normalement, tu dois casser le rythme. Donc, si ça fait 20 minutes que tu parles, tu dois poser une question, faire une petite activité, ou juste montrer une image, faire discuter, un extrait, c'est ça. En cinéma, on joue beaucoup là-dessus, heureusement, là, mais non, effectivement, parce que sinon, voilà, notre esprit dans une salle de classe peut facilement aller très loin. Ah, mais cool, mais je t'en souhaite tout plein d'autres, en fait. J'espère, ce serait peut-être pas bon pour ma rédaction. Ah, il y a ça aussi, hein? Oui, mais j'espère aussi enseigner bientôt. On fait un jeu. Yeah! J'ai peur. Ah, écoute, c'est vraiment pas si terrible que ça. C'est des petites boulettes, en fait, que j'avais écrit ça, plein de mots, en fait, qui sont reliés, à mon avis, de près ou de loin au doctorat, mais à plein d'autres choses aussi. Puis l'idée, ça va surtout être juste d'en piger un. Donc, c'est le hasard qui va décider. Tu le liras, puis après, ce mot-là va voir qu'est-ce qu'il évoque pour toi, et on peut en discuter ensuite. Donc, ça peut être bien entendu relié au monde doctoral, mais ça peut être plus large aussi. Donc, et ça s'appelle, en fait, j'ai donné le nom de la jarre du désarroi. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Oh, fallait. OK. Et il y a peut-être un tirage aussi pour l'Apollo d'or là-dedans. C'est le volet croissance personnelle. Exactement. Ah! Alors, colère. Colère. Ouais, okay. Camille, mais j'associe pas la colère à toi, c'est intéressant, mais non, est-ce que moi non plus. comment tu pourrais interpréter ça? La colère. Ouais. Mettons dans mon parcours. En général, ou tu sais, ça peut être des gens autour de toi, ça peut être des réactions, ça peut être OK, vas-y, puis moi j'aurais peut-être quelque chose après. Vas-y. Ah ouais, OK. En fait, c'est ça, t'as des positions engagées, bien entendu. T'as une présence publique aussi dans les communications en ligne, radio ou Facebook ou quoi que ce soit. Et cet engagement-là, surtout à l'ère des réseaux sociaux, peuvent déclencher des fois, n'est-ce pas, des réactions de gens chez eux qui sont pas contents et vont réagir rapidement, appelons-les des trolls. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Et si oui, comment tu le vis, comment tu réagis par rapport à ça finalement? Ben, tu sais, j'ai la chance d'avoir, je sais pas, un réseau Facebook ou, tu sais, même mon Instagram est privé aussi, mais tu sais, j'accepte pas tout le monde. Ouais. Mes publications, généralement, sont amis seulement. Donc, j'essaie quand même de préserver une petite bulle, mettons, sur les médias sociaux.
parce que je vois d'autres femmes qui interviennent publiquement, tu sais, comme Manal Drissi, Judith Lucier. Puis, tu sais, très rapidement, ça peut devenir assez violent. Comme, puis tu sais, certaines de ces femmes-là décident d'un moment donné de faire une coupure, tu sais, de se couper des médias sociaux ou de moins prendre la parole publiquement sur différents enjeux. Donc, je pense que ça peut rapidement venir atteindre les personnes. Tu sais, moi, j'ai reçu des commentaires bêtes, tu sais, comme plein d'autres femmes. Mais je dirais que, mettons, le fait que je sois beaucoup dans le milieu universitaire, le milieu de la recherche, j'ai l'impression que c'est moins virulent que d'autres femmes qui sont beaucoup dans la sphère médiatique puis culturelle. Donc, c'est quand même plus niché ce que je fais, puis je pense que de cette manière-là, je suis peut-être moins exposée à toute cette haine-là. On espère, en tout cas, du moins, que... Parce que ben, je pense que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on n'y échappe pas. Parce qu'on dirait que dès que tu as une opinion, en fait, forcément, il va y en avoir d'autres aussi. Et c'est être capable de réagir à ça. Et je pense que bon, tu as l'air très lucide par rapport à ça également. Mais aussi de voir ce qui se fait ailleurs. Là, c'est sûr qu'on sort un peu de la sphère doctorale aussi pour aller beaucoup plus large. Mais, en tout cas, ces gens en colère, il y en a, puis ils le font savoir des fois aussi. Mais c'est de... Justement, moi, je ne l'ai jamais vécu. Là, fait que, je peux pas en parler non plus. Et je ne peux qu'essayer de compatir avec ceux à qui ça arrive, finalement, et celles à qui ça arrive surtout. Mais c'est ça, j'essaie de voir aussi de quelle manière, j'avais écrit ce mot-là, je me suis dit, colère, est-ce qu'on peut avoir une colère, ne serait-ce que dans la rédaction, ne serait-ce que, est-ce qu'on peut être fâché contre soi, est-ce qu'on est fâché contre le monde extérieur, est-ce qu'on est fâché contre le fait qu'on n'a pas de financement, ou que, c'est ça en fait. Ben, tu sais, moi, il y a... Je sais pas, je dirais qu'il y a une certaine indignation qui peut être un moteur pour moi. Puis, mais tu sais, je te dirais que souvent, j'essaie de faire ce que je fais à partir d'une indignation, mais aussi à partir d'une certaine bienveillance. C'est-à-dire, tu sais, on vit dans un monde injuste, la planète va plus mal qu'elle n'a jamais été. Tu sais, il y a du racisme, il y a c'est ça, il y a du sexisme mur à mur encore aujourd'hui, mais on dirait que je me pose la question, tu sais, quel genre de monde j'ai envie de... Dans quel genre de monde j'ai envie de vivre finalement, tu sais. Puis je pense que on présente souvent les militantes, les militants, les féministes comme des gens en colère, des gens frustrés. C'est l'espèce de cliché. C'est ça, exactement, la féministe frustrée. Mais je pense que, tu sais, fondamentalement, on constate qu'il y a des inégalités dans ce monde-là. Puis, par amour pour les humains qui nous entourent, par amour pour soi-même, on veut changer ce monde-là. Absolument. Parce que je pense que, tu sais, aussi, un des avantages de s'intéresser à l'histoire, c'est de voir qu'il y a eu des changements phénoménaux grâce à l'action de personnes, de groupes, puis les mentalités changent lentement, mais je crois qu'on peut avoir des retombées positives, tu sais. Fait que moi, j'essaie beaucoup de le faire à partir de ça. Puis oui, il y a une colère, oui, il y a une indignation, mais après ça, c'est comment la transformer pour essayer d'apporter autre chose. Exact. Rendre ça, en fait, de pas que ça s'arrête juste à l'état très primaire, de dire « Ah, je suis fâché, pourquoi c'est comme ça? » Mais de se dire « Non, effectivement, il y a moyen de rendre ça de manière créative, finalement, et surtout de trouver des applications qui peuvent devenir concrètes ou à tout le moins qui amènent une réflexion sur un sujet comme toi, par exemple, tu l'as démontré tout à l'heure au début, qui se base sur des inégalités, qui se base sur des injustices aussi. Et là, on peut aller beaucoup plus large aussi par rapport à ça. Mais c'est... Tu sais, mettons, dans le système universitaire, qui est comme super compétitif et tout ça, ben, quel mécanisme on peut mettre en place pour faire contrepoids à ça? Tu sais, comme par exemple, il y a je suis sur un groupe... 2 groupes, en fait, que c'est des réseaux de soutien pour des femmes au cycle supérieur qui font de la recherche. Ah ouais? Oui. C'est une bonne idée, ça. Oui. C'est vraiment une bonne idée. Puis, tu sais, beaucoup de support émotionnel. Tu sais, mettons, ben, je viens de me refaire refuser un article ou, j'ai reçu des corrections pour mon mémoire, puis... faut tout que je refasse. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de soutien qui est créé comme ça. Moi, à chaque saison des demandes de bourse, j'offre mon aide gratuitement sur Facebook pour les gens qui en auraient besoin pour réviser leurs demandes.
Donc, je pense qu'on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Que ce soit relire un chapitre de thèse ou de mémoire de notre ami, relire un article, aider pour une demande de bourse. Puis je pense qu'on a tout à gagner de liens de solidarité, de confiance, d'entraide. Mais tellement, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose aussi que j'ai eu la chance d'avoir avec... parce qu'après la première année, nous, c'est une année finalement de séminaire doctoral. Puis après, on part tous dans notre direction. Tu sais, notre cohorte, on peut ne pas la revoir, tu sais. Mais nous, on s'était dit, non, on va continuer. On va se faire des groupes d'études de temps en temps. Et ce soutien-là est resté, puis c'est des amis aujourd'hui encore. Donc, on est resté là, puis on a élargi beaucoup plus par après, à avoir d'autres cohortes également. Puis, entre nous, mais c'était des initiatives personnelles aussi. Donc, je trouve que les groupes dont tu me parles, c'est vraiment une bonne idée. Puis, tant mieux si des choses ont fonctionné pour toi, si tu peux juste partager un peu, puis ça peut aider d'autres personnes. Oui, parce que moi, au final, tu sais, si j'avais pas eu des amis pour réviser mes demandes de bourse, puis m'aider avec des articles, puis tout ça, je serais pas où je suis rendue, tu sais. Fait que c'est juste normal de vouloir aider, puis tout le monde a gagné de ça, là. Absolument. C'est bien dit. Trinquons avec je sais pas s'il te reste une gorgée. Merci tellement, Camille, d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.